J'ai commencé d'être militant anarchiste avec Bertoni. Jusqu'à 85 ans, j'ai toujours aidé le mouvement. Et maintenant, ma foi, ça fait à peu près 6 ou 7 ans que j'ai arrêté. Parce que je ne peux plus y aller. Je ne veux pas trouver des excuses. J'ai envoyé chier le département militaire quand je devais aller faire mon école de recrue. J'y ai pas été. Être anarchiste, c'est vivre dans l'illégalité immédiatement. Pour rester fidèle à ses convictions anarchistes, André Beziguer refuse d'aller à l'armée en 1934. Il ne veut pas faire l'apprentissage d'assassin. Il est condamné à 1 mois de prison, mais n'est pas exclu de l'armée. Sa peine purgée, il reçoit un nouvel ordre de marche de l'armée. Jugé une 2e fois comme récidiviste, il persiste obstinément dans son refus d'apprendre le métier d'assassin et il écope alors de 4 mois de prison supplémentaire. Sa liberté retrouvée, il est de nouveau appelé sous les drapeaux. Il adresse une lettre incendiaire à ses juges, à l'armée, pour expliquer qu'à son avis, l'armée ne sert qu'à sauver le capitalisme alors qu'elle opprime la classe ouvrière. Il s'appuie sur les exemples tragiques de la grève de 1918, où l'armée a été mobilisée contre les ouvriers, et le massacre de Genève en 1932, 13 morts et 200 blessés. Le juge d'instruction militaire se borne à qualifier la mentalité de Beziguer de « guerre intéressante ». Il est finalement exclu de l'armée par un jugement du 12 décembre 1935. Multirécidiviste, le voici encore finalement condamné à 1 an de prison et 5 ans de privation de droits civiques. Il ne peut donc ni élire ni être élu pendant 5 ans. En prime, il est condamné aux frais de la cause militaire, 35 francs. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, pas faire ce que les autres nous commandent, ce qu'on veut. Pour faire ce qu'il a fait, il fallait être comme ça excessif. Et moi, je ne suis pas comme ça excessive, simplement. Mais c'est sûr qu'il devait être comme ça, il devait être 100% et puis 120%. Karl Marx est le père de l'Association internationale des travailleurs, mieux connue sous le nom de Première internationale. Son premier congrès a lieu à Genève en 1866. Elle rassemble les révolutionnaires du monde entier. Les racines d'André Beziguer plongent dans un terreau fertile en révolutionnaire, celui du Jura suisse au temps de la Première internationale. Kropotkin, théoricien russe et anarchiste, note dans ses mémoires de révolutionnaire « De toutes les villes suisses, la Chaux-de-Fonds est peut-être la moins attrayante. Elle est située sur un haut plateau, absolument dépourvu de végétation, et exposée au vent glacé en hiver, où la neige est aussi épaisse qu'à Moscou. » Kropotkin milite aussi à Saint-Imier dans le Jura bernois, modeste localité horlogère qui va aussi accueillir Bakounine. Elle n'est distante que d'une 40aine de kilomètres du village natal d'André Beziguer. Bakounine militait à Genève. Il avait pris part aux activités de l'Internationale. Il était connu dans la Fédération romande de l'Internationale. Il est venu prononcer 3 conférences aux ouvriers jurassiens. Et son apparition dans ces petites bourgades perdues dans les vallées jurassiennes a fait sensation, parce que c'était le grand homme, n'est-ce pas? Oh, alors, moi, les noms de Bakounine et compagnie, tous ces noms-là, je les ai entendus des centaines de fois dans les organisations, même sur le plan de l'école. Quant à Kropotkin, quand il est venu, il était déjà un adepte des idées de l'Internationale. Alors, il est arrivé dans le Jura simplement parce qu'on lui a demandé de venir pour, en quelque sorte, s'occuper
pendant quelque temps de la rédaction du bulletin de la Fédération jurassienne. Autrement, il serait resté peut-être dans des terres plus agréables du point de vue climatique. L'Internationale est organisée en sections. Quelques années après sa fondation, la section jurassienne s'oppose à la majorité de l'Internationale qui préconise la participation aux élections pour faire avancer le combat de la classe ouvrière. Les jurassiens estiment au contraire qu'il convient de rester à l'écart du jeu parlementaire pour ne pas être récupéré par la société bourgeoise. C'est le divorce entre Marx et Bakounine. Le premier appartient à la majorité de l'Internationale, Bakounine à la minorité jurassienne. Il devient alors l'une des figures marquantes de l'anarchisme. Cette internationale, finalement, a disparu dans le Jura. Et je dirais qu'elle a disparu sans laisser de traces, parce que quand se constitue, dans les années 1880, le mouvement anarchiste, il n'y a pas beaucoup de partisans dans le Jura. On avait aussi une collection d'armes, quand on cachait des pistolets, et puis des un peu plus grands aussi. Ça, c'était tout à la maison, et caché dans les armoires un peu partout. Se rendant compte que, finalement, la propagande par l'écrit, par la brochure, par la conférence ne touchait pas les ouvriers, un certain nombre de militants de la Fédération jurassienne, parmi lesquels Paul Brousse, un Français réfugié en Suisse, élabore la théorie de la propagande par le fait. Puisque on ne peut pas toucher les ouvriers par la propagande traditionnelle, il faut les toucher par des actes. Alors ces actes, ça peut être par exemple une manifestation. Alors ensuite, quelque temps plus tard, certains, isolés d'ailleurs au début, en viendront à assassiner purement et simplement des policiers connus pour leur hostilité à l'égard du mouvement socialiste, et puis ensuite des chefs d'État et des souverains. Je suis né à Perfit en 1913. C'est la maison où je suis né. Même pendant la guerre de 14-18, on n'a pas eu faim. Pendant la grippe espagnole, 3 de ma famille sont décédés. Ma grand-mère, compagnie, de ceux qui étaient dans ma famille. Je me souviens encore à l'époque, on avait les WC dehors. Et puis, on avait les pots de chambre. Comme chaussures, on avait des sabots avec des semelles en bois. Né rebelle, Beuziguer agit à la marge dès son enfance. J'étais braconnier depuis mon tout jeune âge parce qu'il y avait déjà des braconniers dans la famille. Je ne sais pas ce que c'est de pêcher une truite à la ligne. J'en ai jamais pu prendre une. J'ai toujours pris, toutes les truites que j'ai prises, je les ai prises à la main. Dans des rivières que je connaissais bien, la Chaillère, j'allais à la pêche tout à la main. Ça m'est eu arrivé d'en avoir 40 kilos d'une fois. Ah oui, 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 oui. Jamais j'étais pris par un flic qui essayait de ramasser les braconniers. Parce que les truites, on ne les gardait pas sur nous. Alors, plusieurs fois, on a été fouillés, jamais ils nous ont trouvé une truite sur nous. On les tuait et puis on les mettait cachés à un endroit. Puis à 3 heures du matin, on allait les chercher. C'est un jour que je voulais lui faire la peau. Le maître d'école me dit « Qu'est-ce que tu as dans ton banc ?»
Alors j'ai sorti tout mon fourbi, mais j'ai pas voulu prendre le pistolet qui était derrière. Il me dit, mais enlève tout. Alors j'ai sorti le pistolet. Puis il me dit, puis ça, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, ben c'est pour la prochaine fois que vous me foutez la tête contre le tableau noir, je vous fous une balle dans la peau. Plus jamais m'emmerder. Parce que l'instituteur était un imbécile, et puis les pasteurs, c'était des cons. Alors, déjà à l'époque, ma mère était catholique, et puis mon père était protestant. J'ai jamais été croyant. Je connais le mal, je connais le bien, et le reste. Pour les histoires d'abstinence, ça a duré plusieurs fois parce que chaque fois que j'étais signé pour l'abstinence, je revenais de là-bas où j'avais été signé, c'était à Tramelan, chez le pasteur Krieg. Puis quand je revenais de chez le pasteur Krieg, j'avais été signé, j'arrivais à Sonsbourg, et puis à Sonsbourg, ben, j'allais boire un verre. Chaque fois. 3 fois j'y étais, 3 fois j'ai fait la même chose, ma mère n'a plus voulu m'envoyer. J'avais 16 ans quand je suis venu travailler chez Tornos. Je gagnais à peu près 50-60 francs par mois. On travaillait aux pièces et on n'était pas directement des apprentis parce que moi, j'ai jamais signé de contrat d'apprentissage et on faisait du travail de manœuvre. C'était non seulement monotone, mais ils nous trouvaient toujours des choses qui, soi-disant, n'étaient pas bien faites et puis qui nous refusaient et qui mettaient de côté et puis qui nous engueulaient et puis qui nous déduisaient sur le compte qu'ils devaient nous rendre à la fin du mois. C'est pour cette raison-là que moi, je me suis engueulé avec eux. C'était au 2e étage. J'ai pris toutes les pièces qui étaient là, je les ai foutues par la fenêtre et ils sont tombés par terre. Alors une bonne partie ont été cassées. J'ai pris ma valise et puis je suis foutu le camp. Je les ai envoyés faire foutre. Ils m'ont mis sur la liste noire pour que plus aucune entreprise m'embauche. Psycho, psycho, ho, ho, Niccolo, psycho, ho, ho, psycho, psycho. I just want to sing your name. Psycho, 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 ho, ho, psycho, Nicola, psycho, psycho. I just want to sing your name. Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti étaient 2 anarchistes qui vivaient dans le Massachusetts, aux États-Unis. C'était des immigrés italiens et en 1920 ou 21, ils ont été accusés et condamnés à mort par la cour du Massachusetts pour avoir tué le caissier d'une fabrique et le gardien de cette fabrique. Ils ont proclamé leur innocence, et leur innocence a été, je crois, assez bien démontrée par des avocats, et ils ont fini par être exécutés le 22 août 1927, ce qui a soulevé une vague de protestations dans le monde entier, dans toutes les capitales, naturellement, et en Suisse, dans la plupart des principales villes. À Genève, il y a eu des manifestations extrêmement violentes, où la foule s'en est pris à toutes les enseignes de commerce américains, de maisons américaines, par exemple, à Genève. Et finalement, il y a eu des affrontements assez durs avec la police, et la police a même tiré. Il y a eu un mort par balle à Genève, à la rue Necker.
Et ça s'est étendu même, semble-t-il, dans des petites localités, puisque Beziger raconte avoir assisté en 1927 à une manifestation à Moutier contre l'exécution de Sacco et Vanzetti. J'ai mon copain qui était à Genève, qui cherchait du travail pour moi, m'avait trouvé une place pour aller laver la vaisselle dans un bistrot. À Genève, les anarchistes sont particulièrement mal vus. C'est le moins qu'on puisse dire. 3 ans avant la naissance de Beziger, Luigi Lucchini meurt dans sa cellule genevoise. C'était en 1910. Luigi Lucchini est entré dans l'histoire pour avoir assassiné l'impératrice Sissi en 1898. Il est venu à Genève, et puis comme il a appris qu'il y avait l'impératrice d'Autriche, il l'a guettée au moment où elle allait s'embarquer sur le bateau à vapeur depuis son hôtel de Beau Rivage, qui était pas loin du débarcadère, et puis il l'a poignardée. On a lancé une grande chasse aux anarchistes. Parmi les anarchistes, il y en a un certain nombre qui s'étaient laissés aller à déclarer dans des lieux publics « Ah ben c'est bien fait, il a bien fait, etc. » Alors donc, ça a été reporté, et on les a immédiatement arrêtés, et comme c'était souvent des étrangers, expulsés au-delà de la frontière. Il y avait 10 000 chômeurs à Genève et il n'y avait que 150 000 habitants. Alors c'était difficile de trouver une place. Alors je suis arrivé à Genève, la place était prise, inhabitable. Mais je ne suis pas reparti. Alors après, j'ai appris ce que c'était que de faire le bras pendant. Le bras pendant, à cette époque-là, on appelait ça comme ça. Et alors, on attendait que des camionneurs aient besoin de décharger du matériel depuis sur les wagons de chemin de fer sur les camions. Mais c'était des camions avec chevaux à l'époque. Il n'y avait pas encore de camions avec moteur et puis basculant et tout ce que tu veux. C'était le début des voitures, c'était le début des petits camions, des petites brouettes, quoi. Voilà, ça c'était le début. Ce qui m'a le plus surpris, c'est surtout de voir qu'il y avait des quantités de chômeurs qui n'avaient pas ni appartement ni rien. On était à peu près 2000 à traîner toute la nuit, d'un côté ou d'un autre. Nous, on allait coucher dans les wagons de chemin de fer la nuit, on traversait le mur de la gare pour aller dans les wagons de chemin de fer. Si c'était en hiver, eh bien, on mangeait des oranges gelées et puis des choses comme ça qui se trouvaient dans les wagons où on allait dormir. Et alors, ces 2000 personnes qui étaient à traîner d'un côté et d'un autre, quand il y avait des descentes de flics, eh bien, tout le monde cherchait à foutre le camp. Moi, j'ai jamais été pris. Mais il y en a des quantités qui étaient arrêtées puis qui étaient mis en prison. J'ai tout de suite trouvé une place chez Rubin, une entreprise du bâtiment. Et quand j'ai commencé dans le bâtiment, j'ai pu suivre mon travail en permanence, même avec les 10 000 chômeurs qu'il y avait. Parce que les Suisses ne voulaient pas travailler dans le bâtiment. Même s'ils étaient chômeurs, ils ne voulaient pas travailler dans le bâtiment. Et moi, je me suis tout de suite arrangé avec les Italiens, avec les antifascistes, parce qu'il y avait le fascisme en Italie déjà à l'époque. Hein? Et alors, c'est avec eux que j'ai réussi à être employé et à apprendre mon métier.
Et nous, on travaillait avec Bertoni, on travaillait avec Tronchet, on travaillait avec toute l'équipe. On faisait des manifestations en permanence. Parce que c'était Bertoni qui, lui, venait faire les causeries, les conférences dans toutes nos manifestations que l'on faisait. Et moi, je l'ai connu depuis 1928. Ah, il était exceptionnel parce que c'est lui qui publiait Le Réveil anarchiste pendant à peu près 50 ans, 45 ans dans tous les cas. Bertoni était véritablement quelqu'un qui incarnait l'anarchisme. Et puis Bertoni avait une stature internationale. C'était quelqu'un qui était un remarquable orateur, surtout en italien, semble-t-il. Il savait entraîner ses auditoires, n'est-ce pas, les persuader. Et puis c'était quelqu'un qui, infatigablement, a rédigé Le Réveil. Le Réveil avait une audience internationale. On se connaît assez bien l'effectif de ses abonnés à la suite de la surveillance policière. Bon, c'était plusieurs centaines. C'était un petit groupe relativement important parce qu'il n'avait pas les effectifs du Parti socialiste genevois à l'époque, mais quand même, il avait un centre qui se tenait des réunions régulières, des conférences, et il y avait plusieurs dizaines de personnes qui y assistaient. Et Beuziguer, au fond, a commencé, je dirais, sa formation anarchiste par l'action. L'action au sein de la Ligue d'action du bâtiment. Je suis arrivé ici, c'était le premier contrat qui avait été signé dans le bâtiment. Et il n'y avait que les grandes entreprises qui les avaient signés, ces contrats. Toutes les petites entreprises n'avaient pas signé les contrats, mais ils faisaient tous les chromires. Ils cherchaient de la main-d'œuvre pour faire en dehors des heures de travail, pour les payer moins. Parce que le manœuvre était payé à l'époque 50 centimes de l'heure. Et le maçon, 70 centimes. Et alors, il suffisait que tu ailles faire le chromire, que tu ailles travailler dans des tout petites boîtes qui avaient pris des petits travaux clandestins. Et alors, on te donnait tout d'un coup 40 centimes de l'heure. Et puis encore, s'ils arrivaient à te payer, ils te payaient. S'ils n'arrivaient pas, ben tant pis. On était 30 à l'Élabé, la Ligue d'action du bâtiment. 30. On n'a jamais été plus. Quand il y en a un qui foutait le camp parce qu'il était expulsé ou qu'il y avait quelque chose, on en remettait un autre. Mais on était toujours 30. Et alors, dans ces 30, on savait exactement tout ce qui se passait dans tout le canton de Genève. Parce qu'on allait en vélo pour aller faire les tournées de chantier. On les avertissait une première fois, tous. Mais la deuxième fois, on leur cassait tout. Alors, si c'était... Parce qu'il y avait des peintres, si c'était des peintres, c'était la même chose, on leur foutait en l'air tout ce qu'ils avaient fait pendant 1 ou 2 jours. Si c'était du carrelage de la faïence, c'était la même chose, on leur foutait en l'air le carrelage de la faïence. En une année, on peut dire qu'il n'y avait plus de chromirage, il n'y avait plus de gens qui faisaient des heures supplémentaires. Hein? En une année. On a mis tout en ordre. Dès les années 30, la peste brune s'étend comme une traînée de poudre en Europe. La Suisse, bien que protégée par ses montagnes, est infectée par le nuage toxique. À Genève, c'est Georges Oltramar qui dirige le mouvement de tendance fasciste, l'Union nationale. Moi, je voulais le descendre, Oltramar. Et ensuite, il est parti dans tous les pays faire des merdiers de saloperies comme il nous a fait ici à Genève. Et son frère, Oltramar, André Oltramar, il a été et il a aidé la révolution espagnole du commencement jusqu'à la fin. André Oltramar, qui était
ici, il travaillait à l'université. Et André Oltramar, moi, je travaillais avec lui pour aider la révolution espagnole. Hein? Tu vois la différence d'individu? André Oltramar, son frère, fasciste, Georges Oltramar. Le 9 novembre 1932, le parti fascisant de Georges Oltramar organise une assemblée provocatrice visant à mettre en accusation les leaders du Parti socialiste. Toute la gauche descend dans la rue pour protester. Les autorités cantonales font appel à l'armée pour protéger les fascistes. Les fascistes, mon vieux, c'est eux qui ont provoqué le mouvement pour qu'il y ait les 13 morts, les 200 blessés. Faut pas l'oublier, ça. Oh de Dieu! Je pensais qu'ils avaient tiré à blanc. Et puis quand mon copain s'est tourné vers moi puis qu'il avait la main en sang, eh bien, en se tournant vers moi, il a pris une balle là, puis une demi-heure après, 3/4 d'heure, il était mort. On a eu pas mal de gens qui ont fait de la prison pour le 9 novembre. Et alors, moi, j'ai bénéficié de ça pendant les 2 ans de prison à peu près que j'ai fait du quartier politique et militaire, où je pouvais recevoir tous les livres que je voulais, où je pouvais recevoir tous les journaux que je voulais, et alors ça m'arrangeait. Ma mère était mariée d'abord à un Russe. Elle a eu 2 enfants. Et puis, quand ils se sont divorcés, les enfants étaient encore petits. Alors, elle s'est engagée socialement pour aller visiter des prisonniers. Mon père, c'était une personne qu'elle a visitée. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Ma mère, elle était très rêveuse. Elle n'avait pas les pieds sur terre. Je savais ni lire ni écrire quand je suis arrivé à Genève. J'ai jamais eu le temps d'apprendre à lire et à écrire. C'est en prison que j'ai appris à lire et à écrire. Ah oui, je savais ni lire ni écrire quand je suis rentré à Genève. Ouais. Il n'a jamais, par exemple, dit qu'il avait été malheureux, que c'était dur ou comme ça. Je crois qu'il s'était très vite adapté. L'anarchisme avait été important en Italie, mais au fond, il avait joué encore son dernier rôle lors de l'occupation des fabriques en 1920, puis ensuite ça avait été fini. En France, ça a été la même chose. Le syndicalisme révolutionnaire de la CGT, dans lequel s'était investi un certain nombre d'anarchistes, entre en déclin déjà avant la guerre de 14-18. Alors, subsiste uniquement l'anarchisme espagnol. Et l'anarchisme espagnol connaît, pendant l'été 1936, véritablement un certain succès, parce que les militants anarchistes, mais pas seulement eux, s'en prennent évidemment à tous les symboles de l'autorité, et il y a une profonde révolte du peuple espagnol. C'est pas toujours les anarchistes, hein, mais les anarchistes en font partie, contre l'armée qui fomentait ce coup d'État, ceux qui la soutiennent, des grands bourgeois, des grands propriétaires fonciers, le clergé, et puis vous avez donc une espèce de révolution sociale. Je ne dormais presque pas. J'étais toujours pris, ou j'étais en Espagne, ou j'étais en France à discuter puis à mettre les choses en ordre pour ceci, pour ça. Deuxièmement, on avait, à la colonie italienne antifasciste, on avait 30 gosses orphelins de la guerre d'Espagne, que moi je m'occupais aussi.
Alors, tu te rends compte, j'en avais comme ça, mon vieux. Hein? Tu sais, je me demande quand on dort aussi peu que j'ai dormi et puis tout ce que j'ai fait, comment que j'ai réussi encore avec ma santé à rester jusque-là, mon vieux. Bertoni, en 1936, sera convié à Barcelone pour prendre la parole devant de grandes foules en tant que leader anarchiste, représentant l'anarchisme international. Ce sera un de ses plus grands succès. Tronchet, Bertoni et tous les camarades avec lesquels j'ai discuté quand je suis sorti, quand j'ai voulu aller et partir comme volontaire pour me battre en Espagne, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu vas aller en Espagne ?» Ils sont 5 ou 6 qui attendent sur un fusil. Je leur ai fourni pendant toute la période que j'étais dehors de prison. C'est pas moi qui commandais la marchandise, c'était le Mexique qui commandait pas à Bâle ni à Zurich, c'était à Soleure, à fabrique d'armes à Soleure, qui commandait les armes, soi-disant pour le gouvernement mexicain. Nous, on les détournait à Genève et ils partaient sur des camions pour l'Espagne. Et il est mort maintenant, le client qui nous les transportait. C'était Déturche qui avait un magasin primeur et qui revenait, il amenait les armes en Espagne et il revenait avec des oranges. À la fin des années 30, Beuziguer a déjà purgé près de 2 ans de prison. Les autorités genevoises l'expulsent du canton. Fugitif, il gagne la Haute-Savoie. Le ministère français de l'Intérieur le rattrape et ne tarde pas à l'expulser à son tour vers la Suisse. On lui reproche notamment ses idées communistes. Pour lui, la police, c'était vraiment la bête noire. Alors, d'abord, c'était pas la police, c'était les flics. Et puis, non, il n'était pas du tout... il n'avait pas du tout de compréhension comme ça. C'était blanc ou noir. En automne 1939, la mobilisation générale est déclarée en Suisse. Le Conseil fédéral décrète l'interdiction des organisations à la gauche du Parti socialiste. Les anarchistes sont interdits. Le réveil anarchiste glisse dans la clandestinité. Alors on est ici devant le CIRA, la bibliothèque anarchiste, qui doit beaucoup pour les locaux qu'il a eus à André Beuziguer et à quelques autres. C'est le réveil anarchiste. En 1940, il est interdit par la Confédération, comme un certain nombre d'autres publications. Louis Bertoni, son rédacteur, qui a toujours composé le journal dans sa chambre et puis amené les morasses à l'imprimerie, ne s'en laisse pas compter et continue à publier le réveil, mais sous une forme beaucoup plus discrète, en petite brochure. Pas de titre, enfin un titre de numéro, mais pas de titre de journal, et puis quelque part en Suisse, et la date. J'étais dans le Jura et j'ai aidé en armes le réseau français qui se trouvait dans les montagnes à la frontière suisse. Et je vois toujours le copain Roger Costa, qui était le chef de la région du Jura côté suisse, mais sur France. Pendant toute la guerre, j'ai fait des souches pour du bois de feu. Je faisais un wagon par jour. À la fin de la guerre, 2 wagons par jour de bois de feu pour Genève, qui n'avait ni charbon ni rien. Un de mes ouvriers, qui était bien vu à l'armée, avait l'autorisation
pour acheter les explosifs pour faire sauter les souches. On en recevait à peu près 500 kilos par semaine. Et il y a 250 kilos qui partaient à la résistance dans le Jura. Les grèves dans l'armée suisse, ça a été deux choses qui ont été un peu spéciales. Ils cherchaient de la main-d'œuvre suisse parce que tu ne pouvais pas mettre de la main-d'œuvre étrangère pour faire les fortifications. Ils faisaient aussi des 8, 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour. Et il fallait qu'ils se lèvent à 5 heures le matin pour être à 7 heures au boulot. Et le soir, à 8 heures, 9 heures, ils étaient à la maison. Pas de déplacement. Et encore, au point de vue des prix à l'heure, c'était encore du chinois presque. Parce qu'il y en a de ceux qui étaient bien payés, de ceux beaucoup moins. Bon, je réunis les 3 entreprises qui étaient en bas. Puis je leur pose la question. Ils m'ont dit « Oh, mais on sait, on est tous crevés, mon pauvre ami, mais on sait, c'est tous des salauds, patati. » J'ai dit « Il n'y a pas de question de salauds. » Je dis « Il y a nos contrats collectifs. Est-ce que vous êtes d'accord d'aller jusqu'à la grève si on fait une revendication ?» Tous étaient d'accord. Je reçois un téléphone de Lausanne, du département militaire, qui me dit « Écoutez, on sait que c'est vous qui êtes responsable, on sait que c'est vous qui avez détourné, on sait que c'est vous, patati. » Je dis « Écoutez, vous venez faire vos commissions ici. » Il voulait que l'on reprenne le travail le lendemain et qu'ensuite on continuerait les pourparlers. Et alors, ils ont dû poser la même question à tous les ouvriers. Personne ne reprend le travail avant que toutes nos revendications soient acceptées. On a eu des discussions pendant 1 heure de temps. Ils ont pris toutes les revendications qu'il y avait, y compris les déplacements, y compris... Enfin, toutes les revendications que l'on a faites ont été acceptées immédiatement dans le quart d'heure qui suivait. Il était expulsé du canton de Genève pendant 10 ans. C'est pour ça qu'ils ont tourné un petit peu. Il a été à Coppet, après ils ont été à Nyon, puis après ils ont été à Archamps, sur France. Et puis de là, il allait toujours travailler à Genève, en somme. À la fin de la guerre, les ennemis de Beuziguer sont défaits. Georges Oltramar, qui s'était mis au service de Pétain, s'enfuit à Sigmaringen, où il est capturé par les Alliés et expédié en Suisse. Il est condamné à mort par contumace en France. La justice suisse est plus clémente à son égard. Il écope de 3 ans de prison et de 5 ans de privation de droits civiques. Mussolini, ce duce tant admiré par le général en chef de l'armée suisse, Henri Guisan, mais également par l'Université de Lausanne, qui lui décerne le titre de docteur honoris causa, est pendu par les pieds. L'histoire ne dit pas si sa cohorte de dévots admirateurs ont expédié des fleurs pour ses obsèques. Beuziguer est maintenant dans le camp des vainqueurs, mais on lui interdit toujours de vivre à Genève. De Genève, j'étais expulsé. Il y a 22 cantons, j'avais le droit d'aller dans 21 cantons. Mais je suis retourné à Genève pour chercher du travail. Et là, je demandais pendant quelque temps, j'ai demandé des autorisations pour venir, ils me donnaient des autorisations journalières. Jusqu'à ce qu'ils m'ont commencé à me coincer puis qu'ils ont voulu me faire chier. Et alors, je les ai envoyés faire foutre les uns les autres et je leur ai dit, mais alors ça c'était au palais de justice. Je leur ai dit, écoutez, regardez-moi bien sur la figure. Vous, de tous ceux qui sont là, il n'y en a pas un qui a le droit d'être à Genève. Vous êtes tous des crapules. Vous auriez dû tous être fusillés après la fin de la guerre. Moi, je suis le seul qui ait le droit. Moi, j'ai lutté contre le fascisme depuis le début. Vous, jamais. Vous avez travaillé avec. Vous êtes tous des crapules. Regardez-moi bien sur la figure.
plus jamais je quitte le canton de Genève. Moi, j'ai des droits à Genève, pas vous. Vous devriez tous fusiller. Alors, je suis sorti, j'ai plus jamais redemandé d'autorisation. Ils m'ont foutu la paix pendant 1 année. Et au bout d'1 année, ils m'ont rien dit. Ils m'ont envoyé un permis d'établissement. Voilà. Né en 1922 dans le canton de Vaud, Georges Éperon a milité dès sa jeunesse avec Louis Bertoni et André Beziguer. Je suis arrivé à Genève, j'avais pas d'appartement, je couchais dans les caves, dans les greniers, on allait, les squatters de l'époque, tu vois, et on allait à gauche, à droite, on se passait des coins, tu peux aller là-bas, tu peux aller ici, tu peux aller là, pour dormir, tu vois. Et il y avait Bezigre. Et c'est comme ça que j'ai collaboré avec ces gens-là qui luttaient pour avoir du travail. À cette époque-là, à Genève, on avait le groupe libertaire, on se rencontrait. Quand il y avait Bertoni, on allait chez Bertoni. Quand Bertoni est mort, eh bien, on se rencontrait. C'était André qui s'occupait de cela, tu vois. Et on refaisait un peu le tour de l'histoire du mouvement libertaire, du Jura et du monde. Tronchet a subi une certaine évolution. D'abord, à partir du 1er janvier 1936, il est devenu un syndicaliste permanent, c'est-à-dire qu'il a été payé par la FFOBB, ce qui n'était pas jusque-là. Ça a été une première fracture dans son amitié avec Bertoni, parce que Bertoni était contre le principe des permanences syndicaux. Ils étaient payés pour travailler sur les chantiers, bien sûr, mais ils n'avaient pas à être payés par les cotisations de leurs camarades. Fin de la Deuxième Guerre mondiale, Tronchet est parti au Parti socialiste et nous, on l'a laissé tomber. Ça a été fini. Il a été complètement transformé en 1945, parce que non seulement il a continué son activité de secrétaire syndical, mais il a adhéré au Parti socialiste, avec toute une partie de ses anciens compagnons anarchistes. Et puis non seulement ses compagnons anarchistes ont adhéré, mais il y en a un certain nombre qui se sont fait porter sur les listes électorales, ce qui pour les anarchistes était la dernière des choses à faire. En 1947, âgé de 75 ans, le fondateur du Réveil anarchiste meurt à Genève. J'ai dit, nous devons reprendre ce que Bertoni nous a laissé, la libre pensée, la pensée libre. Et Bezigre est venu. C'est là que j'ai appris à connaître Bezigre. Là, alors là, évidemment, on est venu des copains, des amis. Au lendemain de la guerre, ils retrouvent la liberté, bien sûr, de publier ce qu'ils veulent, mais le mouvement lui-même est entré en décadence. Il n'y a plus que des vieux, des personnages assez âgés, ils ne se sont pas renouvelés et le mouvement va pratiquement disparaître. La guerre coloniale de la France contre l'Algérie, qui réclame son indépendance, mobilise la gauche radicale en France, mais aussi en Suisse. André Beziguer, il est, je crois, en Suisse et dans le mouvement international, je crois, une des figures et un exemple.
des réfugiés républicains espagnols sont établis en Algérie. Beuziger parie que de la lutte de libération algérienne pourront naître des communautés autogérées. Beuziger se rend souvent en France pour faire passer la frontière à près de 800 réfugiés algériens ou insoumis français. On en a eu beaucoup. Chez nous, il n'y avait pas de gens qui restaient peut-être 1 semaine, 2 semaines ou comme ça. Mais il y a beaucoup qui passaient. On faisait des voyages parce qu'il allait chercher des gens qui étaient des fois cachés, je ne sais pas, en France, dans les bois ou quelque part. On savait, on lui disait, il faut aller chercher celui-là ou comme ça. Et puis, alors moi, je devais toujours venir avec parce que ça faisait famille. Hein. C'était la question. Et puis, bon, il passait des armes et des choses comme ça quand il pouvait. Il avait loué une ferme pendant des années à La Praille, la route La Praille. Là aussi, il avait mis des gens. Il avait, par exemple, utilisé le téléphone. Il avait téléphoné pour 1 000 francs. Puis ça, c'était des choses... C'était une horreur pour nous, pour payer. Mais il y a beaucoup de choses que je remarque que j'ai en somme oubliées. C'était vraiment un va-et-vient tellement intensif et puis tellement, en somme, dramatique. Mais voilà, les bons militants ne font pas nécessairement de bons pères de famille. Beuziger a eu 3 enfants. Le premier a été élevé par ses parents dans le Jura. Tout ce qu'il a pu faire et puis aider et puis donner, il l'a en somme donné à l'extérieur. Pour nous, il n'y avait vraiment rien. Ni matériel et ni attention. Si ma mère avait un problème, peut-être elle avait des fois des problèmes de santé ou comme ça, il répondait « Oh, moi j'ai rien, moi je sens rien ». Il aurait par exemple jamais dû avoir une famille. C'était pas quelque chose qu'on pouvait concilier. Parce que pour lui, la famille, c'est un peu... Il avait de toute façon l'impression que on se débrouillait sans lui. Il ne se rendait pas compte qu'on aurait peut-être eu besoin de lui. Le chaos. Ça, c'était mon enfance. Vraiment, le chaos. La bohème, l'indépendance. Parce que moi, j'étais très indépendante. Personne ne s'occupait. Alors, de toute façon, je faisais ce que je voulais. J'ai bien sûr 2 images, parce que ma mère était une personne très, très différente de mon père. Hein. Mon père, c'était l'engagement, la force, l'entêtement. Hein. On n'a jamais fait de vacances ensemble. On a fait des voyages. Si on partait, c'était politique, pour aller rencontrer des camarades. Comme toujours, ils étaient tellement fauchés. Il avait une fois une traction avant. Il a pris 2 dames avec pour payer le voyage. Alors, on a voyagé avec mes parents, ma grand-mère, bien sûr, qui était toujours de la partie, moi et ces 2 dames. Alors, c'était très agréable jusqu'à Marseille. Porque sabe que una España dividida sería una España vencida. Eso es lo que no podemos olvidar. Les anciens alliés de Franco, Hitler et Mussolini, ont été battus. Mais le dictateur espagnol reste au pouvoir. La lutte contre le franquisme prend les chemins de la clandestinité. Una jornada histórica que ha puesto de manifiesto una vez más la inquebrantable adhesión y el profundo agradecimiento de todos los españoles al caudillo salvador de la patria. Je me rappelle, on allait à beaucoup de manifestations et tout ça. On avait même fait une fois une marionnette qu'on avait pendue par le cou à un arbre des Bastions. On avait écrit Franco dessus. J'ai pu partir en Espagne du temps de Franco. J'étais clandestin. Mais j'ai eu ici un certificat représentant pour les montres en Espagne. Et j'avais une quantité de magasins que je devais aller livrer là-bas. Et pour aider les copains qui avaient été arrêtés à la grève générale qu'ils avaient fait à Barcelone en faveur de la grève des assurés. Et il y a eu
300 arrestations à Barcelone. Et ces 300 arrestations, c'est moi qui ai réuni tous les délégués qui étaient pour aider tous ces gens qui étaient en prison en Espagne. Je me rappelle des montres, oui. Mais d'abord, il y a eu les machines à laver. Il avait une affaire avec un copain de machine à laver. Mais ça, c'était bien avant. Il faisait la représentation. Là aussi, c'était un fiasco, bien sûr. Puis après, les montres, ça, c'était beaucoup plus tard. Oui, ça, il a rien... D'ailleurs, je ne sais même pas s'il voulait les vendre. C'était simplement une couverture. Pour reconstituer le parcours de Beuziguer, nous avons sondé les archives fédérales en quête de traces laissées dans la mémoire policière. Hélas, nous n'avons pu retrouver que son dossier de 1963 à 1977, mais il comporte des centaines de documents. Toute personne de gauche était surveillée un peu de la même manière, mais on se défiait d'un Beuziguer parce qu'on savait qu'il était très accueillant. Il y a même un rapport que tu m'as fait lire où on dit que Beuziguer héberge tous ceux qui ont quelques démêlés avec la police. Il suffit qu'ils aient des démêlés avec la police pour être hébergés par Beuziguer. Alors évidemment, on le surveillait, hein. On surveillait ces les différents locaux qui louaient, d'ailleurs pour l'exploitation de son entreprise d'extraction des sables de Larve. On l'a mis sur surveillance téléphonique parce qu'on avait trouvé son nom et son adresse dans le carnet d'un participant à cette fraction qu'on appelait l'armée rouge japonaise. Il a toujours dit, justement, le téléphone, il faut faire attention. Et puis, de toute façon, quand il y avait le téléphone pour lui, moi, je devais toujours dire qu'il n'était pas là. En somme, j'allais jamais le chercher au téléphone. Je disais, il n'est pas là. Puis après, j'allais lui dire qui c'était. Puis, suivant qui c'était, il rappelait. Et puis, par exemple, je ne devais pas amener n'importe qui à la maison. Alors, ça, il n'aimait pas. Justement, il voulait pas qu'on vienne regarder dans ses affaires. Hein. En 1960, quand un certain nombre de jeunes entrent dans le mouvement anarchiste, prétendent bousculer en quelque sorte les vieux comme Beuziguer et d'autres, n'est-ce pas, et vont commettre un attentat à la bouteille d'essence contre le consulat espagnol franquiste, qui va faire évidemment la une des journaux, mais enfin bon, ça va rapidement se dégonfler. Les groupuscules gauchistes s'agissent dans tous les milieux. On trouve les maoïstes, les jeunesses communistes révolutionnaires qui groupent une partie des trotskistes, le comité de liaison des étudiants révolutionnaires, lui aussi à majorité trotskiste, les anarchistes, divers autres groupes folkloriques, dirigés par l'anarchiste allemand, et juif, et qui se prend pour Karl Marx, Cohn-Bendit, le bien nommé. Dans la foulée des mouvements sociaux de mai 68, André Beuziguer va trouver de nouveaux compagnons de lutte. Un jour, on avait rendez-vous avec des jeunes libertaires, des étudiants, des jeunes qui recherchaient justement le groupe libertaire. Et on avait un rendez-vous à la rue Sauret, dans un restaurant. Là, il a commencé à gueuler comme un putois. Les jeunes ici, les vieux là. Alors, oui, ça m'a... Bon, tu vois, on n'est pas parfait, nul n'est parfait, tu vois, bon. Je l'avais rencontré à une soirée de la libre pensée, quoi. C'était encore un cercle. Il n'y avait pas seulement d'ailleurs des anarchistes, il y avait des communistes et tout. Mais ça me semblait très ringard, à vrai dire, comme milieu, tout aussi ringard que certains secteurs de l'Église, quoi. Il nous appuyait très concrètement, vu qu'il avait une petite entreprise de construction. Par exemple, quand on avait fait le squat du prieuré en 72,
Ils avaient fourni des sacs de ciment, des carrons, du matériel de réparation. On avait relancé donc le réveil anarchiste au début des années 80. Et les réunions de rédaction ont eu très souvent lieu dans le Jura, autour de Seigney-Legier. Et on faisait les allers-retours en voiture avec André. Une fois de plus, on avait vraiment moins que rien. Et puis ma mère a été demander un emprunt quelque part. C'était toujours ma mère, bien sûr. Et puis il y a eu des grandes discussions parce qu'ils ne savaient pas comment, au nom de Dieu, comment on va s'en sortir. Et puis il y avait encore le monsieur de l'office des poursuites, il l'a presque mis en bas les escaliers, il a dû filer à toute vitesse. Et puis mon père, il a dit, à cause de l'argent, on va pas en mourir. Alors là, ça c'est la seule chose que je me laisserai jamais tomber à cause d'une chose pareille. Et c'était vraiment une personne qui désespérait jamais. Il n'y en a bientôt plus. Il n'y en a bientôt plus. Parce que, plus ou moins, ce sont des gens illégaux d'après la police. Et puis, les gens n'aiment pas être illégal. Je pense que Beuziguier... Je partage ses idées, mais la façon de les appliquer est complètement différente. Pour en venir vraiment au sujet de l'anarchie, il y a quelque chose que j'ai vite compris, c'est que moi et les gens autour de moi, on voulait tous l'anarchie. On voulait que l'autogestion totale, la suppression de l'argent, la suppression de la police, etc. Mais ce que j'ai vite compris, c'est que le problème, c'est que la majorité des gens ne veulent pas. La majorité des gens veulent avoir des grosses voitures, veulent travailler un maximum pour pouvoir consommer à outrance, etc. Une partie de la population exploite l'eau. C'est ça le mot d'aujourd'hui. C'est toute la crapulerie. Pour moi, c'est de la merde, la société d'aujourd'hui. La meilleure façon de vivre l'anarchie, c'est vraiment d'essayer de gérer au mieux sa vie, quoi. Que chaque personne essaye de gérer en suivant ses propres buts, quoi. Je ne veux pas aller au Conseil fédéral parce qu'il faut le supprimer. C'est de la rigolade. C'est la gauche poussif. Les riches sont toujours là, et toujours plus riches. Les syndicats aujourd'hui, ils sont en partie achetés par les capitalistes et les syndicats n'ont beaucoup moins de possibilités de créer quelque chose de moderne et puis d'égalité, hein, parce que les syndicats aujourd'hui n'ont plus d'idées sur ce que l'on devrait faire pour changer la vie d'aujourd'hui. Essayer d'instaurer, on va dire, une république anarchiste ou quelque chose comme ça, une confédération, c'est, je pense, quelque chose qui est un peu trop complexe dans l'état des choses actuelles, quoi. Il faut préparer les organisations par les syndicats, par les différentes organisations qui existent sur le plan social, et puis que ces organisations deviennent les maîtres de l'histoire du changement que l'on veut faire dans le monde. Et les anards, ils croient à la révolution, à un monde nouveau, à la fin des guerres et de la violence et de l'exploitation, et donc la fin de l'argent, entre autres. Mais on dit très souvent qu'on y croit comme c'est une ligne d'horizon. C'est-à-dire qu'on se rapproche et puis elle s'éloigne. Si tu supprimes l'argent et que tu dis que l'on est tous égaux et puis que l'on commence à mettre sur pied un régime où tout le monde est égal, eh bien ça, c'est la première satisfaction que j'aurai dans ma vie. C'est très difficile d'envisager à l'échelle de toute une société, surtout que ça ne peut pas être fait au niveau d'un seul pays, ça devrait être généralisé au niveau mondial, peut-être après un grand crash du capitalisme, je ne sais pas quoi.
Si on continue comme ça, ben, je vois tout simplement qu'on est les rois des cons. Moi avec eux. Avec une couronne en carton. Exactement. À mon avis, moi je vois l'avenir. Que si ça peut durer encore 7, 8 ou 10 ans, au maximum, c'est une guerre mondiale qui viendra régler tout ça. Bois un coup de vin. Je voudrais être enterré, je veux d'abord être brûlé. Et puis ensuite, ils n'ont qu'à me foutre dans l'arbre, les cendres dans l'arbre. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle. Et pourquoi, avec l'amour au poing sur la table, ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang versé, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore.